Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'envole à Wheaton, dans le Maryland, aux États-Unis, et je vais vous parler de la famille Lyon. La famille Lyon est composée du père, John, de la mère, Mary, du plus grand enfant, Jay, de Sheila et Catherine, les deux filles de la fratrie, ainsi que Joseph, le dernier. La famille habite une maison sur Pliers Mill Road. John Lyon, il est connu, il est assez populaire dans le milieu de la radio. Il travaille pour une station de radio locale qui s'appelle WMAL-FM. En 1975, Jay a 15 ans, Joseph a 9 ans et Sheila et Catherine ont respectivement 12 et 10 ans. Le 25 mars 1975, c'est le deuxième jour des vacances de printemps, donc les enfants Lyon, ils sont très contents, ils n'ont pas école, ils s'amusent. Et dans quelques jours, les deux fillettes vont fêter leur anniversaire et vont avoir 13 et 11 ans. Les deux filles sont très pressées puisqu'elles savent que le jour de leur anniversaire, les parents leur réservent un peu une journée assez spéciale. Elles vont manger là où elles ont envie d'aller manger et puis elles auront des cadeaux. Donc elles sont assez pressées d'avoir leurs 13 et leurs 11 ans. Le 25 mars 1975, après avoir pris leur petit déjeuner, les deux garçons de la famille disent qu'ils vont aller faire un basketball, donc pas très loin de chez eux. Et les deux fillettes, elles ont envie d'aller au centre commercial qui n'est pas situé très loin de la maison des Lyon. Il s'agit du centre commercial Wheaton Plaza. Elles veulent y aller pour deux raisons. La première, il y a plein d'animations autour de la fête de Pâques, donc elles ont envie de voir tout ça. Et la deuxième, mais bien évidemment, il y a tous leurs petits camarades et leurs amis qui vont très souvent là-bas et donc elles ont envie de les rejoindre pour passer un peu du temps avec eux. Le centre commercial, il est situé à peu près à 800 mètres de la maison des Lyon. Et il faut aussi rappeler quand même qu'en 1975, on est à une autre époque qu'aujourd'hui. Donc les parents avaient moins de mal à laisser les enfants aller tout seuls de chez eux au centre commercial. D'autant plus que bon, dans cette ville, il n'y a pas trop de danger. Et ils connaissent tout le monde, donc les parents les laissent très facilement y aller toutes seules. Leur mère leur suggère même de manger sur place, donc elle leur donne 2 $ chacune pour qu'elles puissent prendre une part de pizza. Et l'unique condition qu'elle leur met, c'est de rentrer avant 16 h. Sheila et Catherine quittent le domicile familial vers 11h30 pour se rendre au centre commercial. Et il y a même des témoins qui ont dit les avoir vus vers 14 h sur le chemin du retour. Donc elles n'ont même pas été très gourmandes puisque la mère leur avait donné comme limite 16 h et au final vers 14 h elles étaient déjà en train de rentrer chez elles. Comme leur mère leur avait suggéré, elles se sont arrêtées à la pizzeria Orange Bowl. C'est une pizzeria qui a donc dans le centre commercial qui est assez populaire. Et il y a même des témoins qui les ont vus en train de manger. Cependant, les témoins en question disent que quand elles mangeaient, il y avait un homme avec elles. Elles étaient en train de parler avec un homme pendant qu'elles mangeaient. On a aussi une autre version de Jay, du frère aîné, qui s'était aussi rendu au centre commercial pour acheter un cerf-volant. Il était vers 13 h, 13h30. Il a vu ses sœurs manger à la pizzeria Orange Bowl, cependant elles étaient toutes seules. Peut-être que l'homme avec qui elles ont été vues par d'autres témoins était déjà parti. La dernière fois que quelqu'un a vu les sœurs Lyon, c'était donc vers 14 h quand elles rentraient chez elles. C'est à 17h45 que Marie, la mère qui commençait à faire à manger, à préparer le repas, s'inquiète puisqu'elle se dit c'est quand même bizarre, il est 17h45, bientôt 18 h. Normalement elles sont censées être rentrées depuis 2 h et elles sont toujours pas là. D'autant plus que ce n'est pas le genre de Catherine et de Sheila de désobéir à leurs parents. Au début, Marie, elle se dit bon, peut-être qu'elles ont rencontré des amis, comme ce sont les vacances scolaires, elles sont peut-être allées chez eux. Et comme tout le monde se connaît dans le coin, elle fait sa petite enquête auprès des parents, des amis de ses filles. Et puis rien. Sa contrariété se transforme en panique et vers 19 h, elle appelle la police pour signaler la disparition de Catherine et Sheila. Les policiers commencent une recherche approfondie et ce n'est pas tout puisqu'un membre de la famille fait aussi une veille 24 h sur 24 à côté du téléphone au cas où quelqu'un appellerait la famille, que ce soit la police, quelqu'un qui les a retrouvés, mais il y a toujours quelqu'un à côté du téléphone. Des chiens sont également utilisés pour essayer de retrouver la trace des filles, mais à part mener les policiers sur un parking proche d'un grand magasin local, on n'a rien d'autre, la piste se termine ici. Pendant ce temps-là, la police, mais aussi la famille, fait aussi du porte-à-porte dans le voisinage pour essayer de savoir si quelqu'un a des informations. Et on met même une récompense en place, une récompense de 9 000 $ pour toute information qui permettrait de retrouver la trace de Catherine et Sheila Lyon.
Mais toujours rien. Et ce n'est pas tout puisqu'il y a même des plongeurs qui sont réquisitionnés pour fouiller les lacs, les étangs, ainsi que les endroits comme des égouts pluvieux, des terrains vagues, des rivières, des lits de ruisseaux, bref, tous les endroits où il y a de l'eau sont fouillés. Les endroits aux alentours, bien évidemment. Toujours rien. Comme il s'agit de 2 filles qui ont disparu, les enquêteurs se disent petit à petit qu'il n'y a peut-être pas un seul kidnappeur, mais plusieurs. Ils prennent très au sérieux le motif sexuel et dans les semaines qui arrivent, ils interrogent des délinquants sexuels ainsi que des pédophiles. Encore une fois, cela ne mène à rien puisqu'après la vérification des alibis de ces hommes en question, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas du tout dans le coup. Les parents restent très actifs, ils distribuent des affiches avec la tête de leur fille dans le quartier, ils en collent un petit peu partout et ils sont même aussi victimes de canulars téléphoniques. Des personnes qui les appellent ou qui appellent la police pour leur donner des fausses informations dans l'unique but de récupérer la rançon. Parmi tous les appels, il y a un homme, le 4 avril 1975, qui a le culot de demander au père John Lyon de déposer une mallette contenant 10 000 $ en échange de ses filles. Il lui demande de déposer cette mallette dans les toilettes du palais de justice d'Annapolis. Avec l'approbation et bien sûr la complicité de la police, John Lyon dépose une mallette qui contient 101 $ à cet endroit précis et la mallette n'a jamais été récupérée. L'individu anonyme a appelé de nouveau John en lui disant qu'il avait vu qu'il y avait trop de policiers autour et c'était la raison pour laquelle il n'avait tout simplement pas récupéré la mallette. John a répondu qu'il ne suivrait d'autres instructions que s'il entendait la voix de ses filles. Et puis après ça, il n'a plus jamais eu de nouvelles de cet individu. Les policiers en apprennent un petit peu plus concernant l'homme avec qui les filles parlaient. En effet, c'est un garçon du quartier qui raconte à la police qu'il a vu les fillettes parler avec un homme. L'homme serait âgé entre 50 à 60 ans. Il portait une veste marron, il mesurait à peu près 1,80 m. Le petit garçon dit aux policiers que l'homme en question avait une mallette et que dans sa mallette, il y avait une sorte de magnétophone. À ce moment-là, les filles et l'homme en question étaient assis sur un banc et le garçon explique aux policiers que les filles étaient en train de parler dans le micro de l'homme. Elles répondaient probablement à des questions, mais c'était assez étrange comme situation. Visiblement, l'homme aurait pu leur faire croire qu'elles étaient en train de parler en direct à une radio locale. Immédiatement, les enquêteurs le considèrent comme un suspect principal et le surnomment l'homme au magnétophone. Un deuxième témoignage a été recueilli de la part de Danette Shee, c'est une amie des sœurs. Elle a dit aux policiers que l'homme c'était un homme assez jeune, en fin d'adolescence, à peu près le début de la vingtaine, un peu moins d'1,80 m. Elle dit qu'il pèse à peu près 60-65 kg, qu'il a les cheveux longs et ce qui l'a marqué c'est qu'il avait de l'acné sur le visage ainsi qu'une cicatrice sur la joue gauche. Elle explique que pendant très longtemps, ce jeune homme l'avait fixé elle et ses amis et qu'ensuite il s'était rapproché de Catherine et Sheila. L'enquête s'avère assez compliquée puisqu'avec la diffusion du portrait robot, y a beaucoup de témoignages sauf qu'aucun ne se recoupe. Le 1er avril 1975, Lloyd Lee Welch Jr., un jeune homme de 18 ans qui est originaire des Appalaches, se rend au centre commercial pour informer un agent de sécurité que le 25 mars dernier, il a vu en effet un homme qui correspondait à la description du suspect. Il affirme lui aussi que les sœurs Lyon lui parlaient et qu'elles parlaient dans un micro que l'homme tenait. Ce qui est plus inquiétant, c'est ce qu'il dit par la suite. Il explique que l'homme aurait forcé les filles à monter dans une voiture, une Camaro rouge, et qu'il serait parti ensuite. Après avoir raconté tout ça à l'agent de sécurité, il se rend au poste de police voisin et il fait une déclaration de 6 pages. Autant vous dire que c'est très détaillé. Le problème, c'est que pour assurer le coup, les policiers lui font passer un test polygraphique, test auquel il échoue. Il dit aux policiers qu'il a menti, qu'il a fourni de fausses informations, il était uniquement motivé par la récompense. Et les policiers le libèrent et le considèrent comme un témoin peu fiable. Le 6 avril 1975, c'est William Krebs, âgé de 11 ans, qui dit aux policiers avoir vu les sœurs à bord d'une berline Pontiac blanche, et ce, sur la US Road 211 à Centreville, en Virginie. Et ça, c'était peu de temps après leur enlèvement. Selon lui, Catherine pleurait et elle était assise à côté d'une autre fillette blonde. Les policiers prennent sa déclaration très au sérieux. En même temps, ils n'ont pas vraiment le choix et ils étendent le rayon de recherche. Le lendemain, un témoin à Manassas, toujours en Virginie, dit avoir vu des filles qui ressemblaient aux sœurs Lyon et elles étaient à bord d'un véhicule Ford beige de 1968. Et ça, c'était vers 19h30 le jour de leur disparition.
Bon, alors soit là où les personnes qui ont enlevé les fillettes avaient plusieurs véhicules et ont changé de véhicule tout au long de la route, soit il y a quand même des personnes qui mentent là. Il précise aussi que Catherine et Sheila étaient ligotées et bâillonnées et que le conducteur ressemblait très fortement au portrait robot qu'il avait vu dans la presse. Ce dernier était très méfiant, il aurait peut-être même remarqué que quelqu'un le suivait puisqu'il a grillé en feu rouge à un moment au niveau de l'Interstate 66. Grâce à ce témoin, la police connaît le début de la plaque d'immatriculation DMT6 et publie cette information à Cumberland, Hagerstown et Baltimore. Comme aucun véhicule correspondant n'a été localisé, la police est forcée de remettre en question cette piste. Parmi les autres pistes, il y a des articles de presse sur des incidents du même acabit qui se sont passés dans les centres commerciaux Marlow Heights et Iverson dans le comté de Prince George. Visiblement, le même individu avec un magnétophone aurait été vu en train d'aborder des jeunes filles et en leur demandant de lire un texte qu'il avait préalablement tapé. Cependant, la police n'a jamais reconnu publiquement un quelconque lien entre ces incidents et la disparition des sœurs Lyon. Le 23 mai 1975, Blair Lee, qui est le lieutenant-gouverneur du Maryland, ordonne à 122 gardes nationaux de faire une battue dans une forêt du comté de Montgomery. Cette battue, elle ne donne rien. Petit à petit, l'affaire devient un cold case. Cependant, la police continue de recevoir des douzaines d'appels dans les années 80, au début des années 80, mais aucune piste n'est vraiment sérieuse. En mars 1987, il y a un nouveau rebondissement dans cette affaire et ce rebondissement se passe lors du procès de Fred Howard Coffey. En effet, Fred Howard Coffey est connu pour avoir agressé des enfants et pendant le procès en question, il est reconnu coupable de l'agression sexuelle, des coups et de l'étranglement mortel d'Amanda Mary Ray qui était âgée de 10 ans. Ce crime, il date de juillet 1970 et il a eu lieu en Caroline du Nord. Ce que les enquêteurs découvrent, c'est que Coffey était dans le comté de Montgomery la semaine de la disparition des sœurs. Il avait l'habitude d'attirer ses victimes avec des détecteurs de métaux et des cannes à pêche, notamment pour engager la conversation. Donc les policiers se disent qu'un homme qui utilise un magnétophone, ça pourrait aussi être lui. Et même si Coffey est bien plus jeune que l'homme décrit par les témoins, il intrigue quand même les enquêteurs. Ce qui les a intrigués notamment, c'est que 6 jours après la disparition des filles, il a été embauché comme employé de données informatiques à Silver Spring, Maryland. Là vous allez me dire oui et alors ? Eh bien justement, il a été embauché dans cette entreprise et en fait il a passé des entretiens d'embauche bien avant, notamment vers le 25 mars. Donc il était vraiment dans le coin de Montgomery. Encore une fois, ce ne sont que des suppositions, aucun lien n'a vraiment été établi. Il n'a jamais été inculpé dans le cadre de cette affaire. La liste des suspects commence à être assez importante et je vous en rajoute un. Il s'agit de Raymond Rudolph Mileski qui est né en 1936. Lui, c'est un résident de Sweetland qui est situé dans le Maryland et au moment de la disparition des sœurs, il vivait environ à 17 km de la famille Lyon. S'il est considéré comme un suspect probable, c'est tout simplement puisqu'en 1977, en novembre 1977, il a tué son fils Raymond Jr. et sa femme. D'ailleurs, pour ça, il a été reconnu coupable et il a été condamné à 40 années de prison. Bref, revenons à notre affaire de la disparition des sœurs Lyon. Mileski a aussi été considéré comme potentiel suspect puisque des témoins ont dit que le suspect, l'homme en question, boitait. Et Mileski boitait aussi. De plus, Mileski ressemblait beaucoup au dessin que la police avait publié. Ces informations, plus les antécédents connus d'abus sexuels sur enfants, ont fait que Mileski était un suspect sérieux. En plus de ça, il en a joué un petit peu. Il a dit aux enquêteurs, écoutez, j'ai des informations sur l'enlèvement des 2 filles. Si vous me promettez d'être un peu plus clément avec mon jugement, je vous raconte tout. Enfin, surtout avec ces conditions de détention qu'il voulait plus favorables. Début avril 1982, les autorités ont perquisitionné son domicile, mais ils n'ont trouvé aucune preuve. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Mileski est décédé en prison en 2010. L'affaire est donc redevenue un cold case. Et là, on va faire un bond dans le temps pour arriver à la résolution de cette affaire. En 2013, plus de 40 ans après la disparition des sœurs Lyon,
Il y a beaucoup d'enquêteurs qui soit sont partis à la retraite, soit sont décédés. Donc autant vous dire que ce ne sont pas les quelques réexamens comme ça périodiques qui ont fait avancer l'enquête. C'est le sergent Chris Omrock qui a été assez décisif dans cette enquête, puisqu'il a décidé de réexaminer les dossiers archivés avec un œil neuf. Et en réexaminant ces dossiers, il a relu la déclaration de Lloyd Lee Welch Jr. Il a remarqué aussi que dans le dossier, une photo d'identité de ce garçon datant de 1977 ressemblait fortement au dessin de 1975 que les policiers avaient fait. En fouillant un petit peu dans le casier judiciaire du jeune garçon, il se rend compte que ce dernier, il n'est pas tout blanc tout blanc. Il a de nombreux antécédents criminels qui comprennent des viols, de la violence domestique, des agressions au couteau. En 1977, il a même été arrêté après s'être introduit chez des gens et avoir volé 850 $ de bijoux. Cette maison était située pas très loin du centre commercial Wheaton Plaza. Et ce n'est pas tout. Les policiers apprennent qu'il purge une peine de 29 ans de prison dans le centre correctionnel James T. Vaught. Et ça, c'est pour l'agression sexuelle d'une fillette de 10 ans en 1998. Le 16 octobre 2013, le détective Dave Davis et le procureur adjoint du comté de Montgomery, Pete Finney, obtiennent un entretien en prison avec lui. Cet entretien durera 8 heures. Welch commence en disant « Je sais pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici à propos de ces 2 enfants disparus. » Puis le détective Dave Davis montre une photo de Catherine et de Sheila Lyon en lui disant « Ces 2 petites filles ici n'ont jamais été retrouvées. Leurs parents ont près de 90 ans et n'ont aucune idée de ce qui est arrivé à leur fille. C'est pourquoi nous sommes ici, pour vous parler. » Welch reconnaît les avoir vus à proximité du centre commercial, mais pas dans le centre commercial. Et c'est tout. Lui, il sait pas ce qui s'est passé, il leur a jamais parlé. Et il est encore moins impliqué dans leur meurtre. Pendant le premier entretien qu'ils ont avec lui, ils apprennent aussi un petit peu le passé de Welch. Welch leur explique que lorsqu'il était plus jeune, sa mère est décédée dans un accident de voiture, elle était passagère du véhicule, lui il était à l'arrière et c'est son père qui conduisait, son père qui était sous l'emprise d'alcool. Après ça, Welch a été placé en famille d'accueil, mais ce mode de vie ne lui correspondait pas du tout, il n'arrivait pas à s'y faire et il est très vite parti pour vivre dans la rue. Bon, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. Ok, pour l'instant, vous savez pas ce qu'il a fait, mais vous en doutez très certainement. Welch affirme avoir aidé à enlever les filles le 25 mars 1975, puis les avoir laissées à son père, Lloyd Welch Sr., et à son oncle, Richard Allen Welch Sr. Dans les jours qui ont suivi, Welch explique qu'il a vu son père et son oncle violer au moins une des 2 filles et les démembrer dans le sous-sol de la maison. C'était la maison de son père et elle était située à Hyattsville. Il affirme ensuite que les restes des filles ont été placés dans un grand sac de sport et qu'il s'en est débarrassé en se rendant à Taylor's Mountain à Thaxton, c'est en Virginie, et là-bas, il les aurait brûlés. Ce sont ses cousins Connie Ackers et Henry Parker qui effectivement ont dit qu'au printemps 1975, Welch était arrivé avec 2 grands sacs de sport qui puaient la mort et qui étaient complètement ensanglantés. Il aurait même demandé à Connie Ackers de laver les sacs de sport. Il aurait justifié ça en disant qu'il avait transporté du bœuf haché qui avait tourné pendant le voyage. En 2015, pendant d'autres interrogatoires, oui parce qu'il a été interrogé beaucoup de fois, il continue de mentionner son oncle de 70 ans, Richard Welch. Et la raison aussi pour laquelle il mise beaucoup sur son oncle, c'est qu'il y avait déjà des membres de la famille qui l'avaient accusé de violence. Richard Welch avait totalement nié tout ça. Heureusement quand même, parmi toutes les interviews qu'il a données, il y a des détails qui reviennent très souvent. Notamment la description de la maison et du sous-sol. Grâce à cette description, le détective Dave Davis s'est rendu à Buchanan Street, il a reconnu la maison, il s'est rendu dans la maison et il a aussi reconnu le sous-sol. Enfin du moins la manière dont Welch l'avait décrit. Il cherche du sang qu'il trouve très rapidement. Le seul problème c'est que les échantillons qu'il récupère, ils sont inexploitables. Ils ont aussi mis Richard Welch Sr. sur écoute téléphonique dans le but de l'inculper au cas où, on ne sait jamais, mais ça n'a rien donné. On est un peu dans une enquête entre deux, des informations qui sont plus ou moins vraies, des personnes qui se jettent la pierre l'un et l'autre. C'est le 12 septembre 2017 que cette enquête aboutit, puisque Welch plaide coupable. Par contre, lui, il dit que son implication est minime. Il n'a pas violé, il n'a pas tué les filles, il n'a fait que les kidnapper. La raison pour laquelle sa condamnation pour meurtre a été possible, c'est que le meurtre des sœurs Catherine et Sheila Lyon est arrivé après leur enlèvement. Enlèvement pour lequel Welch a plaidé coupable. Il est condamné à 48 années de prison et le procureur du comté de Bedford, Wes Nance, a déclaré que la peine de Welch était en réalité une peine à perpétuité, au vu de son âge puisqu'il ne pourra pas bénéficier de libération conditionnelle avant 85 ans.
date à laquelle Nance a déclaré que la probabilité qu'une commission des libérations conditionnelles lui accorde une libération conditionnelle est très faible, voire inexistante. Voilà, c'est la fin de la disparition et du meurtre des sœurs Lyon, et même si Welch n'a pas plaidé coupable, toutes les preuves que les policiers ont réunies prouvent qu'effectivement, c'est certainement lui le tueur des sœurs. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette affaire, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.